Textez 187-827-2346, 187 Cube Radio. La sécurité a été un enjeu cette semaine à l'émission. On a reçu, entre autres, le chef de SPVM un peu plus tôt cette semaine, Fadi Daguerre. D'ailleurs, c'est en réécoute sur le cube.ca. On a fait un gros segment également sur la notion de sécurité. Puis il y a des chiffres quand même qui nous ont frappés. Quand on pense qu'en 2025, il y a 13 femmes qui ont été tuées, dont 7 dans un contexte de violence conjugale, c'est sûr que des chiffres comme ceux-là, ça frappe. Malheureusement, on dirait qu'il y en a qui s'habituent à ce chiffre-là parce qu'on entend tellement d'horreur que c'est comme si à un moment donné, on fait « Ah ben oui, encore ». Mais c'est quand même une statistique qui vient nous chercher. Puis Jessica, que vous entendez à tous les vendredis, a été aussi interpellée, Jessica Giroux, que vous voyez des fois en régie. Là, c'est elle qui s'occupe du contenu en ligne. Mais toi, Jessica, à chaque vendredi, tu as une pensée également pour la littérature. Puis toi, il y a tout de suite quelque chose qui t'est venu en tête quand on a parlé de ça cette semaine. Oui, exactement. J'ai tout de suite pensé à l'œuvre de Geneviève Rioux qui s'appelle « Même pas morte ». C'est un livre qui est paru en janvier 2025 et il est paru, c'est tout chaud, là, ça vient de sortir du four. Déjà été en réimpression 2 fois. J'ai rarement vu un roman avec des opinions aussi unanimes. Les gens ont adoré, les gens disent que c'est un roman coup de poing. Et pourquoi? C'est parce qu'on raconte l'histoire de Steph, qui est une jeune femme qui vaque à ses occupations et qui subit une tentative de viol et d'assassinat complètement. Et elle s'en sort. Et elle le dit dans ses mots, « Je lui ai cassé la gueule ». C'est elle qui prend la force. Ben, c'est qu'au fait, c'est la façon dont c'est écrit, on veut pas adoucir l'affaire, c'est cru, on imagine très bien la scène, ça commence fort, on s'imagine aussi, si vous êtes en Estrie, là, on s'imagine aussi les rues, comment ça se passe. Fait que je trouve que c'est un roman qui vient nous chercher dans les émotions pour nous faire mieux comprendre. Je trouve qu'aussi quelqu'un qui a peut-être pas vécu ça fait aïe aïe qu'il y a du monde qui passe par là. Ah oui, tellement. Il y a un commentaire sur la plateforme Goodreads qui a été écrit par Marie-Hélène qui dit « Toutes les femmes devraient lire ce livre ». Et moi, je vais rajouter tous les hommes aussi. Oui. Tout le monde devrait lire ce livre parce que, comme tu dis, on se voile pas la face derrière une espèce de métaphore. On y va directement dans le creux du sujet. On nomme les mots. On parle du lait. Rien. Exactement. Puis on suit aussi Steph dans tout le processus de justice, mais aussi le processus de guérison. Puis on la voit un peu se recréer au travers de ces pages-là. Donc oui, c'est un témoignage d'une histoire absolument tragique, mais c'est aussi un puissant message d'espoir pour toutes les victimes. Donc, ouais, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce roman-là. Ben, ce que je trouve beau, c'est la réaction aussi. Tu sais, quand tu écris un livre, tu le pitches comme ça. Je trouve ça le fun que le public est embarqué. Puis on parle de son livre, puis elle est à côté de nous, Geneviève Rioux. Ben oui, ma foi, vous êtes généreuse. Merci beaucoup. Non, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai, tu sais. Puis t'as sorti ce livre-là. Tu fais des spectacles également avec David Goudreau, ton conjoint. On t'a vu partout à travers le Québec avec votre tournée. Tu es aussi doctorante en psychologie. Tu es porte-parole pour les centres de services de justice réparatrice. C'est beaucoup de chapeaux. Comment on porte tous ces chapeaux-là, justement? Ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils s'entrecoupent aussi, tu sais. J'ai écrit un roman de fiction, je me sens écrivaine, mais je suis aussi psy dans l'âme. Je suis en train de terminer mes études, je pratique. Puis je trouve que c'est un beau mariage de faire tout ça, c'est d'aller à la rencontre des gens aussi après les shows, après les conférences, de pouvoir discuter, d'échanger. Puis pour moi, autant de dénoncer ce que les victimes vivent que les victimes collatérales, c'est super important. Puis les victimes collatérales, on n'en parle pas assez, sont tellement nombreuses. Tantôt, tu disais, on veut que les hommes le lisent parce qu'ils sont aussi des victimes collatérales importantes. Puis c'est un roman autant d'action que d'introspection. Fait que je veux rejoindre un large public. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que je souhaite porter autant de chapeaux. C'est que je veux aller à la rencontre du plus de gens possible avec ça. C'est intéressant parce que les victimes ont des familles, ont des parents, ont des frères, ont des sœurs. On l'a vu d'ailleurs, c'est pas la même chose, mais la jeune fille, c'est la presse qui a sorti ça un peu plus tôt cette semaine quand il y a eu le drame à la garderie, quand il y a un autobus qui a foncé sur une garderie. Ce qu'on disait, c'est qu'il y avait la sœur d'une des victimes n'a pas été indemnisée. T'sais. Fait que ça prenait quelqu'un qui pourrait en parler puis dire à quel point ça n'avait pas d'allure parce que je veux dire, elle a été impactée par la tragédie. Idem pour quelqu'un qui vit qui subit ce que ton personnage a subi, par exemple. Oui, ben parce que la violence, ce n'est que le commencement. C'est la première chose, c'est la plus dramatique, la plus traumatique. Mais il y a tout un processus après qu'on n'imagine pas nécessairement aussi laborieux. Puis il y a ça que j'ai voulu mettre de l'avant dans le roman, comment les victimes sont accompagnées, souvent très bien, souvent très mal. Pour le meilleur et pour le pire, dans toutes les nuances de cette expérience-là. Il y a des choses qui sont bien faites, il y en a qui le sont moins. Et on peut pas s'imaginer à quel point c'est prenant tout ça sans avoir peut-être accompagné ou traversé quelque chose comme ça. Il y a des zones d'ombre c'est ça que je pense pas qu'on puisse vraiment visiter. Puis je voulais mettre ça de l'avant à travers une intrigue policière. Tu sais, c'est pas forcément
un polar, ni tout à fait un thriller psychologique, mais on touche à tout ça en même temps, du point de vue de la victime dans le roman. Comment tu reçois une statistique comme 13 femmes tuées en 2025, dont 7 dans un contexte de violence conjugale? Je ne suis pas surprise, puis c'est ça qui est le plus dommage, je pense, dans tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas surprise? Ben, la violence, elle ne va pas cesser. Puis on est relativement bien au Québec. Il y a des sociétés qui sont beaucoup plus violentes que la nôtre. Mais ceci dit, il n'y a rien de surprenant, ça ne va pas s'arrêter. Puis c'est pour ça que je crois aussi en la justice réparatrice. C'est que si on ne peut pas l'arrêter, la violence, on peut au moins essayer de réparer ses conséquences. La justice réparatrice. Oui. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Il y a une série, d'ailleurs, qui est sortie, ouais. c'est Mea Culpa cette année. Ouais. C'est confrontant. C'est très confrontant. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui. Pour moi, l'écriture, c'en est une forme de justice réparatrice parce que qu'est-ce qu'une victime souhaite en réalité? C'est d'être vue, d'être crue et d'être entendue. Puis c'est un peu le message de mon livre aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons d'y parvenir à ça. Il ne faut pas juste se fier au système parce que même si le système va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire, ça ne répond pas à tout ça. Ça apporte pas la paix, ça répare pas la personne dans son individualité, ça prend une autre démarche à côté qui est plus personnelle. Pour moi, c'est l'écriture, mais il y en a pour qui ça va être la justice réparatrice alternative, où on met en contact une personne auteur de crime avec une victime pour créer des espaces de dialogue. Là, on parle pas de pardon, on parle d'écoute, d'être entendu, de nommer ce qu'on vit, de partager son expérience. Puis je pense que si on passe pas par cette empathie-là, l'espoir en l'humanité est vaine, là. Il n'y a plus rien qui est possible. Puis ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que, tu sais, d'emblée, on peut entrer là-dedans à reculons, mais finalement, c'est que la personne se responsabilise. C'est ça, moi, que je trouve qui est au cœur de la démarche. C'est que l'agresseur se responsabilise. Il assume son geste, il est capable d'écouter les répercussions de ce qu'il a fait sur quelqu'un, tu sais. Ça le conscientise un peu aussi. Absolument. Puis moi, je crois beaucoup à ça. J'essaie de rencontrer les hommes en contexte de violence aussi, que ce soit avec des jeunes contrevenants, tout ça. Je pense que si on n'entre pas dans le dialogue, il n'y a rien qui va changer. Puis peut-être que un jeune contrevenant que j'ai rencontré une fois dans sa vie, qui a senti qu'une victime était là pour parler avec lui puis l'écouter pour vrai, peut-être c'est la première fois de sa vie qu'il y a une femme qui n'est pas comme celle qu'il a rencontrée avant, puis qui a envie d'être respectueux avec elle. Parce que les femmes aussi sont capables d'être violentes, ils peuvent être en posture d'autorité, en abuser, tout ça. Fait que la violence, ça vient de quelque part aussi, là. Puis je ne suis pas du tout en train de l'excuser quand je dis ça, je l'explique. Puis c'est un peu la démarche de mon livre. On n'est jamais en train d'excuser ce qui s'est passé, mais on essaye de comprendre. Puis c'est la base de toute expérience traumatique, d'essayer de comprendre ce qu'on a vécu. Tu dis, l'agresseur, par exemple, va rencontrer la victime, il y aura un échange. C'est peut-être la première fois qu'il va rencontrer quelqu'un qui va l'écouter, finalement. Est-ce que c'est parce que ces personnes-là des agresseurs qui commettent des crimes, est-ce que c'est parce qu'on ne les a pas écoutés? Qu'est-ce qui fait qu'on devient agresseur? Bien, c'est une infime partie, là, c'est ça. Il y a toutes sortes d'explications à ce qui fait qu'on devient agresseur, mais la première des choses, c'est qu'il y a une incapacité à se mettre à la place de l'autre. Parce que si on s'y mettait, jamais on ferait ce mal-là. Oui, il y a un aspect dans ton livre qui est vraiment venu me pogner au cœur, on va le dire comme ça. Là, c'est au moment où Steph doit faire le ménage de son appartement dans lequel elle a été poignardée violemment. Il y a du sang partout. Et elle doit débourser de sa poche. Ouais. Pourquoi? Des milliers de dollars. Pourquoi? Pourquoi est-ce que si la tentative n'a pas été réussie, c'est la victime qui doit payer? J'arrive pas à comprendre ça. Bien, c'est qu'il y a des c'est un fonctionnement, c'est un système qui fonctionne avec des grilles, des critères à respecter. Il y a tu sais, c'est gouvernemental derrière ça. Fait que il y a une partie où on peut perdre de l'humanité en cours de route. Puis ça, c'est une des situations qui peut se présenter. Dans mon cas personnel aussi, ce qui s'est produit, c'est qu'on a jugé que j'avais pas de séquelles psychologiques permanentes. Pardon? Oui. Ben voyons. Non. Je ne reçois aucune indemnité de séquelles psychologiques permanentes parce que je cochais pas la majorité des symptômes habituels. Moi, mes symptômes étaient circonscrits, très précis, puis ça correspond pas à leurs critères à eux. Mais on réagit tous différemment à un drame. Je peux pas croire qu'on a des balises comme ça pour... Fait que quand je vous dis qu'une victime a besoin d'être crue, entendue, reconnue, c'est toutes sortes d'invalidations plus ou moins violentes qui peuvent se produire en cours de route puis qui vont venir annuler
Coudon, ça veut-tu dire que je suis pas importante? C'est ça. Mais on reconnaît pas que j'ai des séquelles. Est-ce que ça, c'est une situation qui a pu être adressée aux instances gouvernementales de se dire que ça n'a pas de maudit bon sens quand on est victime d'un si gros drame, l'horreur, une violence qui n'a pas de nom, on peut pas être indemnisé, on doit nous-mêmes laver le sang partout, ça n'a pas de bon sens. Mais là, on parle de ce qui n'a pas été fait. Il faut dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Dans mon cas, on m'a fourni un système d'alarme à la maison, l'installation. Il y a eu des frais qui ont été couverts, mais il y a eu des aberrations aussi. Puis des fois, ça dépend simplement du fonctionnaire sur lequel tu tombes. C'est quoi sa lecture de la loi, comment il l'applique. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent se produire qui vont varier d'une victime à l'autre, comment être accompagnée. Mais ça reste des grosses business. C'est comme le CIUS, c'est comme l'éducation. Il y a des critères généraux qui ne s'appliquent pas à l'individu lui-même. C'est ça, la justice. La justice n'est pas là pour représenter quelqu'un. Elle est là pour représenter la loi. Et comment on fait pour ajouter une nuance dans un cas comme celui-là, d'une telle violence où on se dit, c'est bon, ça nous prend un carré. Là, dans une société, il faut mettre des lignes à un moment donné. Mais dans un cas comme celui-là, ou dans le cas, par exemple, de celle qui a perdu son frère dans la tragédie, où est-ce qu'on est capable de déplacer la virgule pour utiliser le gros bon sens, finalement? Bien, dans mon cas, ça a été d'aller chercher la représentation du citoyen, de combattre cette décision-là. Puis, c'est un peu ça que je voulais représenter dans le roman, c'est que tu n'as pas l'énergie comme victime de faire ça, de contester des décisions, de mettre le protecteur du citoyen là-dedans. Mais je me suis dit, si c'est pas pour moi que je le fais, ça sera pour les prochaines. Après ça, il y aura déjà une démarche d'entamer pour quelqu'un d'autre, mais c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs combats. Comme je disais tantôt, la violence, c'est juste le premier. Justement, parlant de plusieurs combats de violence, toi, avec la vulnérabilité que tu as apportée au personnage de Stéphanie, qui s'ouvre vraiment sur son expérience, est-ce que ça a ouvert la porte pour d'autres personnes qui peut-être t'ont rejoint avec des témoignages similaires? Bien, oui, le personnage de Steph, mais le personnage de Josée aussi, sa mère. Josée est aussi victime 20 ans plus tôt d'une agression où le scénario est assez similaire, mais sa trajectoire à elle est complètement différente. Puis ce que je voulais montrer là-dedans, c'est que justement, tu le nommais tantôt, Jessica, mais les victimes peuvent toutes avoir un parcours différent, des séquelles différentes, et tout est légitime à travers ça. Puis je pense qu'il y a des gens qui, oui, sont inspirés par Steph, mais il y en a qui sont inspirés par Josée aussi, des victimes qui portent des secrets depuis longtemps, puis qui décident de faire éruption avec ça, puis de porter ça jusqu'au bout, se sortir de la honte, tout ça. Il y a eu une époque beaucoup moins évidente qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on en parle. Il y a eu plusieurs mouvements, même s'il n'y a rien d'acquis. On le voit aussi qu'il n'y a rien d'acquis, surtout au niveau judiciaire. Mais il y a quand même des pas qui ont été faits. Et tu les vois, ces pas-là? Oui. Parce que moi, ma mère, elle a été agressée 20 ans plus tôt. Puis c'était pas du tout la même chose, l'accueil en 1990. Puis comment c'était différent? Comment c'était différent, mais tout était différent. La vision de soi-même, le tabou d'être celle qui a été, qui est sale et non salie. Moi, c'est quelque chose que j'ai tenté de démystifier. Puis souvent, ça vient, j'ai l'impression que ça se porte beaucoup chez les victimes qui ont eu certains types de réactions. Par exemple, dans le livre, Steph, elle a combattu. Oui. Josée, elle a figé au moment de son agression. Puis les victimes qui figent vont avoir tendance à s'attribuer une responsabilité souvent qui ne leur revient pas. Moi, ce que j'aime répondre à ces gens-là, c'est il y a 3 réactions normales à la menace. Il y a, oui, le combat, mais il y a la fuite, puis il y a aussi le figement. Si je suis face à un ours, c'est une christie de mauvaise idée de partir à la course. Puis c'est une christie de mauvaise idée de vouloir y sacrer une volée. Oui, on confirme. Je vais perdre, là. Oui, il y a de fortes chances. La seule chose qui fonctionne, c'est de figer, de faire le mort. Fait que pour moi, le problème, c'est pas la réaction de la victime, c'est la menace à laquelle on fait face. Puis il y a quelque chose d'extrêmement courageux de subir une agression jusqu'au bout, puis de s'en relever ensuite. Exact. L'acte de courage est immense. Immense. Ouais. Moi, je veux célébrer ça. Vraiment. Puis je suis même pas sûre qu'il y a un mot assez fort pour décrire ça, cette immensité-là. Ouais. Quand on parle de justice réparatrice, est-ce que c'est toutes les victimes qui sont prêtes à rencontrer ou qui veulent ou qui peuvent mentalement rencontrer leur agresseur? Bien, c'est pas forcément leur agresseur. Si on parle du CSJR, où je suis porte-parole, le Centre de services de justice réparatrice ici à Montréal, c'est un auteur de crime apparenté avec
une victime, ce qui permet un vaste champ des possibilités, là, parce que du moment où ton agresseur à toi n'a pas été judiciarisé, tu peux quand même entreprendre une démarche d'écoute, de réparation. Fait que non, c'est pas tout le monde. C'est pour ça que ce que je souhaite dire, c'est qu'il y a plusieurs façons d'y parvenir. Des fois, c'est par la création artistique qu'on va réussir à se sentir vu, cru, entendu. Mais l'essentiel, c'est de trouver une façon qui nous libère. Se libérer. Oui. Toi, tu t'es sentie libérée dans l'écriture de ce roman-là? Oui, bien, d'abord, j'ai écrit un recueil de poésie sur Vivace. Ça, c'était ma vérité à moi, mon histoire personnelle, mis en prose, en vers, en poésie. Puis finalement, ben, après avoir fait ça, je me suis dit, OK, j'ai vraiment pas tout dit. Puis c'est là que la voie de la fiction m'est apparue comme super pertinente pour explorer plus encore qu'est-ce qui se passe dans une histoire comme ça. Puis pouvoir me mettre dans la peau d'autres personnages aussi, imaginer des scènes qui mettent pas en scène justement le personnage principal du roman. Fait que la fiction, je trouve qu'elle peut amener beaucoup plus loin que moi-même. Qu'une autofiction, par exemple. Puis ça a contribué à la guérison, au cheminement? Oui, oui, absolument. Oui, vraiment. Est-ce qu'on guérit guérit à 100% d'un acte si violent? Non. Non, puis c'est de n'importe quelle blessure, tu sais, si on se brûle profondément, si on a une coupure profonde, il restera toujours une sensation particulière sur la cicatrice. On va jamais retrouver notre peau d'avant. C'est la même chose, notre identité est transformée quand on vit un traumatisme. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a affecté dans tes relations interpersonnelles, que ce soit avec ton conjoint ou avec d'autres hommes dans ta vie qui ont apparu après? Absolument, mais tout à fait, mais un travail que j'avais fait en amont, avant d'être agressée chez moi, c'est d'aller en thérapie puis de confronter des peurs que j'avais déjà à la suite de l'agression de ma mère, puis d'avoir un sac à dos d'outils assez important pour en arriver à l'idée que c'est pas un agresseur qui allait détruire ma vision du monde puis qui allait gagner ça sur moi. J'ai des frissons. Moi, je ne crois pas que tous les hommes sont des potentiels agresseurs parce que je pense que quand on vit un traumatisme, en fait, ce qui se passe, c'est que ensuite, on généralise la menace pour se protéger. C'est ça que ça crée. Et si je me mets à croire que tous les hommes sont des potentiels agresseurs, c'est que je suis cristallisée dans mon traumatisme et c'est l'agresseur qui a gagné sur moi. C'est ça que j'allais dire. Wow. C'est ça que je pense. Quand tu dis ça, je me dis, quand on commence à généraliser, parce qu'il y en a eu beaucoup de cas sur la place publique, puis on se met à généraliser tout, je me dis, ben la peur a comme gagné, dans le fond. Oui. Mais c'est ma vision personnelle des choses. Après, je vais respecter que les gens en aient une autre. Mais c'est comme ça que je m'en sors, puis que j'arrive à... Puis pour une main qui a tenu un couteau qui m'a blessée, il y en a combien qui ont été là pour me caresser, me tendre la main, être là pour moi? C'est celle-là que je veux retenir par-dessus tout. Puis comment on la trouve, ta résilience? Parce que c'est une résilience en caps lock que tu as. Je le sais pas, mais j'aurais jamais prédit ça. Fait que je pense qu'il faut pas s'enfermer dans une vision où nous, on n'en serait pas capable. Il y a des choses qui se font au fil du temps, tu sais. Quand j'ai rencontré David Goudreau, ça a été vraiment par la voie de l'écriture professionnelle. Puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui est dans la fiction, qu'est-ce que je voulais dire par là. David, il m'a souvent rappelé que même si c'est pas mon histoire, que je m'éloigne de ce que moi que j'ai vécu, je vais transmettre des émotions qui sont réelles à travers le livre. Puis, des années plus tard, ce que le lecteur va se rappeler, c'est pas exactement la scène ou le dialogue, mais ce qu'il a ressenti, ce qu'il a éprouvé à la lecture. Puis ça, j'espère que c'est chapeau réussi, mais ça m'a beaucoup aidé, ce commentaire-là de David, c'est au travers de mon écriture, dans des moments où je devais faire des deuils, je pouvais pas aller à certaines places, il fallait vraiment que je prenne un recul, que je puisse pas être aussi proche de ma propre réalité. Fait qu'au moins, on peut transmettre de la force, on peut transmettre de la force à travers les plus grandes vulnérabilités. C'est que même si on a les deux genoux à terre, on peut garder la tête haute. Moi, je te confirme que tes émotions passent très bien, puis je sais que tu dois avoir aidé un paquet de monde. Des messages, tu dois en avoir reçu beaucoup, tellement qu'à un moment donné, j'imagine que tu n'as plus su quoi en faire. Je suis frappée par la bienveillance des gens. Tu sais, moi, j'étais, OK, il va y avoir des trolls, il faut que je me prépare, je vais me faire rentrer dedans. J'ai presque rien vu de négatif. Il n'y a pas eu de troll? Zéro. C'est pour vrai, des livres comme ça qui ont un si bel accueil,
je pense pas avoir déjà vu ça, surtout pas au Québec. Il y a souvent des avis divergents et tout ça, mais vraiment, ce qui ressort de ton livre, c'est que, c'est un roman coup de poing, il faut le lire, puis aussi, c'est que ça l'aide vraiment les gens qui le lisent. Ils se reconnaissent dans Steph, même s'ils n'ont jamais vécu d'agression, parce que, comme tu dis, tu utilises des images très fortes pour nous faire ressentir ce qu'elle a vécu. On peut pas sortir de cette lecture-là indemne. Bien, je pense que la posture de Steph, qui est aussi la mienne dans la vie, c'est que ça se transpose sur n'importe quel traumatisme ou difficulté qu'on traverse. On peut pas changer la nature des difficultés qu'on rencontre, de ce qu'on subit. On est complètement impuissant face à ça. Mais c'est un peu comme un paysage. C'est qu'on peut se déplacer dans notre paysage puis changer notre perspective sur ce qu'on a vécu. Puis c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Puis ça, c'est vrai après un accident de voiture, une perte importante. On va pas faire revenir la personne en vie. Mais avec le temps, on peut donner des sens à ça. Moi, par exemple, le fait que la justice soit jamais allée au bout de ce qu'elle pouvait faire pour moi, qu'il n'y ait jamais eu personne qui soit identifié, reconnu coupable pour le geste que j'ai subi, tout le monde est horrifié de ça, tout le monde est enragé, mais ultimement, je suis la seule maître de mon témoignage. Oh! J'ai encore des frissons. Il n'y a personne qui peut m'enlever ma parole en ce moment. Et ça, tu l'utilises, puis à bon escient, pas à peu près, là. Est-ce que c'est libérateur pour toi? Oui. Fait qu'il y a toujours un côté sombre, mais il y a toujours un autre versant. C'est à toi à choisir de quel côté tu te penches, dans le fond. Bien, choisir, c'est un grand mot, là. C'est pas toujours évident. On peut pas choisir de plus avoir de flashbacks, on peut pas choisir de plus faire de cauchemars, mais on peut apprivoiser des choses tranquillement. Il faut se donner des objectifs qui sont réalistes. Moi, je vous dis pas qu'au départ, je me serais vue marcher à Marseille à 3 heures du matin toute seule, là, tu sais. Et je le ferai jamais de ma vie. C'est un risque inutile. Je te ferais faire des conférences dans les écoles. C'est fou. Oui, j'en fais d'ailleurs. J'adore ça. J'adore aller dans les cégeps, secondaire 4, secondaire 5. J'adore aller à la rencontre des jeunes. Je trouve qu'ils sont dans une période existentielle où ils se posent tellement de questions puis qu'ils peuvent transposer ça, la vision du déplacement dans le paysage, sur ce qu'eux sont en train de rencontrer comme difficulté, puis se réapproprier leur histoire, finalement. Geneviève Rioux, merci tellement de ton passage. Ça fait du bien de rajouter de la lumière dans l'horreur. Je pensais pas que c'était possible, au fait, parce que tu dis enragé, c'est souvent comme ça qu'on se sent. Des fois par rapport au système, des fois par rapport, on dirait qu'on n'est pas assez bienveillant avec nos victimes. C'est souvent comme ça qu'on le vit quand on quelqu'un de notre proche, d'un proche ou quelqu'un de notre entourage qui vit de quoi. On dirait qu'on est juste fru. On est en colère, puis on en veut à la planète. Puis je trouve que tu apportes de la lumière sur quelque chose qui était assez sombre à la base. On va se le dire comme ça. C'est normal, c'est ça. C'est que tout le lait, tu le disais tantôt, Jessica, il est dépeint, il est cru, il est vrai, mais ce n'est pas tout. C'est pas que lait aussi, il y a du beau là-dedans, c'est ce que tu nous montres. Moi, comme Isabelle dit, tu devrais être entendu, ce livre doit être lu et ton témoignage doit être entendu par milliers. Je veux dire, le message d'espoir que tu envoies aujourd'hui, c'est fou. Merci, Jessica Giroux. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci de prendre parole comme ça, d'être si courageuse. Ça nous en insuffle, peu importe le vécu de tous et chacun. Merci beaucoup.